Ravi de vous trouver sur le plateau de Lady. Vous écoute aujourd'hui entretien avec notre invité du jour qui a fait le déplacement, non pas seulement pour venir échanger avec vous, madame, monsieur qui nous regardez, mais pour la dédicace de son livre paru aux éditions L'Harmattan, un livre qui s'intitule « Le Cameroun face au défi du développement ». Bonjour, professeur Kenyé Fodop. Bonjour, madame Lady Goman. Merci à vous d'être présent. Je voudrais vous présenter comme géographe, mais aussi écrivain. Vous avez tout de même 22 ouvrages à votre actif. Vous ne faites que cela pratiquement. Permettez-nous de penser ainsi. Merci véritablement d'être à Paris. Vous avez, à l'occasion de la dédicace de cet ouvrage préfacé par Jean-Louis Chaléard, professeur des universités de Paris, un Panthéon-Sorbonne, et postface de Benjamin Steck, professeur des universités lui aussi, associé donc à cet ouvrage que vous présenterez cette semaine à l'Harmattan. Oui, à la maison de l'IREA, Maison de l'Afrique. Maison de l'Afrique, Oui. au 7 boulevard rue des Carmes, dans le 5e arrondissement de Paris. C'est un rendez-vous auquel je vous invite, vous qui nous regardez, si vous êtes à Paris, en région parisienne, même en France, si vous souhaitez prolonger la discussion d'aujourd'hui avec notre invité. Cet ouvrage s'intitule « Le Cameroun face au défi du développement ». J'ai envie de vous proposer comme discussion, comme cadre de discussion aujourd'hui, l'Afrique tout entière face au défi du développement avec, en sous-titre pour nous, « Femmes et développement ». Cela vous convient-elle? C'est une très bonne thématique, une thématique qui est d'ailleurs à l'ordre du jour, puisque depuis de longues années, les femmes participent aux côtés des hommes, voyez, au développement du continent, avec tous les problèmes que cela implique. Vous avez, je le disais, 22 ouvrages à votre actif, parfois des ouvrages collectifs, parfois ceux dont vous êtes l'auteur seul. En 22 ouvrages, avez-vous pu toucher du doigt le devenir, les perspectives des femmes tout de même? Avez-vous seulement pensé à aborder ce sujet-là essentiellement? Écoutez, au travers de mes publications, si je ne prends que les ouvrages, je pense que les femmes ont eu une bonne place, parce que je dirais que mes premiers travaux scientifiques, surtout mes premiers ouvrages, portent sur l'économie informelle et l'expérience des enquêtes, mais aussi l'expérience vécue en Afrique, au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne montre bien que déjà dans l'économie informelle, les femmes tiennent une place importante, par exemple dans la commercialisation des vivres. D'abord la production et la commercialisation des vivres sur les marchés, et puis aussi la production dans les champs, etc., le transport des produits, si vous voulez, récoltés vers les marchés. Donc déjà, dans l'économie informelle, les femmes tiennent une place importante. Et puis ensuite, dans d'autres secteurs, l'enseignement par exemple, les femmes aussi prennent de plus en plus d'importance, même s'il faut espérer que finalement la place de la femme soit accrue dans le domaine, par exemple, de l'enseignement, dans le domaine de la politique, et puis dans les ouvrages qui ont suivi les tout premiers, à savoir les questions d'environnement, on voit par exemple que les femmes participent aussi à l'amélioration du cadre de vie, par exemple en nettoyant l'environnement, l'habitat, l'environnement de vie quotidien, et puis par le biais de l'agriculture, par exemple en ville. Voyez, l'aménagement, par exemple, des bas-fonds, on voit bien que l'agriculture a un rôle, surtout quand cela se fait dans des bas-fonds qui sont contenus dans les espaces urbains. L'agriculture peut jouer un rôle épurateur puisque les bas-fonds sont des récepteurs, si vous voulez, des effluents qui sortent, par exemple, des ménages, qui sortent des maisons d'habitation, étant donné que nos villes ne sont pas toujours bien équipées, ne sont pas équipées du tout à l'égout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames qui nous regardez. Nous appelons ça, vu du côté des femmes, des tâches ingrates. Car épuration, tout ce qui est domestique, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien vous proposer que nous commencions par les sphères de pouvoir. Parce que lorsqu'on parle de femmes et de développement, il serait grandement temps que l'on ne se cantonne pas seulement aux tâches domestiques, à l'agriculture, au commerce informel, mais véritablement, si on veut atteindre un développement avec de l'impact qui puisse changer véritablement et la donne des femmes et des enfants et donc de leurs maris,
la société tout entière. Peut-être serait-il temps aujourd'hui que l'Afrique tout entière puisse commencer à aborder la question des femmes sous cet angle de cercle de pouvoir. Parlons donc de politique pour commencer. Écoutez, il faut quand même avouer, même en parlant de la politique, c'est-à-dire la politique officielle, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler la politique officieuse, c'est-à-dire au sein des ménages. Il est clair que de plus en plus, les femmes prennent de l'importance au sein des ménages. Par exemple, en s'occupant davantage de l'éducation des enfants, en les accompagnant à l'école. Je peux vous dire que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui grâce, si vous voulez, aux efforts que ma maman, parce que je suis issu d'ailleurs d'une famille, si vous voulez, de paysans, et je peux dire que mes parents ne savaient pas lire et écrire, et j'ai appris en grandissant que c'est surtout ma maman qui m'accompagnait à l'école, donc qui jouait déjà ce pouvoir-là, qui exerçait déjà un pouvoir sur mon papa qui était polygame. Bon, si on parle maintenant de la place de la femme dans la politique moderne, par exemple, les pouvoirs qui sont par exemple les pouvoirs administratifs, les pouvoirs législatifs, c'est clair que l'expérience montre que surtout en Afrique, les femmes n'ont pas encore une grande place, voyez, dans les cercles de pouvoir. Mais il y a un effort qui se fait, et dans un certain nombre de pays, il y a une politique qui se fait et qui invite à ce que l'on intègre davantage de femmes dans les cercles, par exemple dans les postes, par exemple, de députés, dans les postes, par exemple, des collectivités locales, places de conseillers, places de maires. Et au Cameroun, par exemple, on a un certain nombre de femmes qui sont des maires, par exemple le maire de la ville de Banganté, le maire de la commune d'arrondissement, par exemple, de Douala 2, mais ce rôle des femmes, la place des femmes demande à être accrue. Mais je me pose aussi la question s'il faut absolument passer par des lois. Et il y a des femmes qui ne veulent vraiment pas qu'on leur donne des places, bon, au prétexte qu'on veut tout simplement intégrer. Elles veulent qu'on leur donne des places parce qu'elles méritent d'être là où on veut finalement les placer. Parce qu'elles méritent d'être enseignantes à l'université, parce qu'elles méritent d'être, si vous voulez, avocates, parce qu'elles méritent d'être médecins. Et d'ailleurs, de plus en plus, on voit des femmes exercer des fonctions comme celle de médecin. Mais là, en ce qui concerne les cercles de pouvoir, les fonctions de pouvoir, les femmes, peut-être qu'elles n'ont pas aussi osé jusque-là pour pouvoir acquérir, si vous voulez, la place qui est la leur dans ces cercles de pouvoir. La discussion est ouverte, notre ligne aussi 01 45 55 76 87. Nous vous convions à la discussion d'aujourd'hui ou par message internet sur notre adresse ladyvousécoute@telesud.com. Je voudrais vous proposer à cette réflexion le contenu de la revue gabonaise de sociologie parue chez l'Harmattan récemment qui s'intitule État de femme, un très bel ouvrage où justement pour en revenir à la question de la politique, on dénonce tout de même, on relève le fait que les femmes, lorsqu'elles veulent rentrer en politique, de deux choses l'une, soit elles sont mariées et à ce moment-là, on va leur dire « Ah oui, mais ma chérie, tu es mariée, va rentrer en politique dans le canton de ton mari et non pas dans ton canton d'origine, car lorsqu'une femme est mariée, elle n'a plus rien à faire dans son fief de naissance. » Et en face, dans sa belle famille, parlons comme cela, on ne va pas forcément lui dérouler le tapis de la politique en se disant « Non, mais pour qui se prend-elle? Elle ne va pas venir devenir un vrai quelqu'un chez nous. » Alors écoutez, ce qui est clair, c'est que quand on a des ménages comme ceux auxquels vous faites allusion, où on suppose que le mari joue déjà un rôle politique, quand la femme doit aussi s'y lancer, il est peut-être intéressant que cette femme-là prenne véritablement la place qui est la sienne et qu'elle n'attende pas tout simplement qu'on puisse l'installer finalement dans ce rôle-là. Et l'expérience a montré qu'il y a des femmes qui peuvent jouer convenablement ce rôle-là, qui ont des capacités, par exemple, de jouer les répartitions, par exemple, de rôles, qui ont la capacité, si vous voulez, de donner l'impulsion, de donner peut-être la voie, d'indiquer la voie à suivre à tout le personnel qu'elles commandent.
Vous vivez au Cameroun, professeur, vous connaissez donc le terrain, le cadre de travail qui est le vôtre, l'Afrique en l'occurrence, le Cameroun en particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'une femme rentre en politique, il vaudrait mieux pour elle que son mari ne soit pas lui-même déjà en politique. Auquel cas, il faudrait qu'elle s'asseye sur ses objectifs, ses perspectives et qu'elle privilégie, au risque de perdre son ménage, la carrière politique de son mari. De quel développement parle-t-on pour les femmes à ce moment-là ? Bon, il y a des cas absolument malheureux comme cela, mais on a vu des exemples quand même de couples qui exercent et réussissent bien en politique. Et c'est vrai que si la femme est en politique et que son mari, de l'autre côté, joue le même rôle, je ne vois pas pourquoi la cohabitation ne serait pas possible. Bon, c'est vrai entre les mots et la pratique, professeur, c'est vrai que j'essaye quand même de positiver. Oui. Et que s'il y a eu quand même des cas malheureux, il faudrait quand même pas distraire, si vous voulez, soit l'opinion avec des cas malheureux comme ceux-là. Parce que aucune enquête précise n'a été faite pour démontrer que, de toute façon, une femme dont le mari exerce en politique ne peut pas réussir et qu'il faille absolument séparer, voyez, les deux fonctions. Je ne pense pas qu'il faille finalement. Il y a eu des cas, peut-être que vous avez expérimenté, mais je ne pense pas qu'à partir de là, parce qu'en Europe, on a vu des couples, par exemple, de politiques. Je veux pas on connaît la suite. Prenons le président actuel, François Hollande. On a bien vu que Ségolène Royal, on s'interroge en tout cas du côté des femmes sur le rôle qu'a joué ou n'a pas joué son mari d'alors lorsqu'elle s'est présentée aux élections. Et surprise des surprises, une fois qu'elle n'y était plus aux commandes comme elle l'espérait d'ailleurs, on a vu avec surprise pour d'aucuns, que son mari, et lui qui est arrivé, avait déjà cela sous le coude. Non, mais il y a aussi des cas de couples qui ont quand même bien réussi et qui ont cheminé ensemble en politique. Ce ne sont pas les plus nombreux, vous en conviendrez. Oui, ils sont peut-être pas les plus nombreux, mais aussi les cas de femmes et d'hommes, si vous voulez, de couples ayant cherché à exercer ensemble dans la politique ne sont pas très nombreux pour qu'on puisse, si vous voulez, généraliser ou dégager une loi. Parce qu'il faudrait que, pour pouvoir dégager une loi, il faut qu'on ait fait une étude sur un échantillon consistant pour pouvoir dégager des lois. Mais le souhait est que, de toute façon, puisque les fils réussissent en politique sur les pas de leur papa, on a de nombreux cas, en Europe comme en Afrique, pourquoi aussi les femmes ne suivraient pas, si vous voulez, les pas de leur mari? Et si c'est peut-être la femme qui a pris les devants, pourquoi aussi le mari ne suivrait vraiment pas la femme? Puisque si, en politique, on veut bien montrer la voie à suivre, parce que je crois qu'en politique, comme dans les autres domaines, si vous voulez, de pouvoir, les politiciens, comme les responsables, sont des serviteurs. Si on se lance dans la politique pour servir finalement son peuple, étant donné que c'est une tâche très très importante, c'est comme si j'avais une charge à porter. Je la porte, nous sommes autour de cette table. Si vous voyez que je ploie sous le poids de cette charge, vous allez m'aider spontanément, si vous voulez, à porter la charge sur ma tête. Donc je ne vois pas pourquoi, finalement, il y aurait ces problèmes-là de cohabitation, si vous me passez le mot, de couples, d'hommes et de femmes, en politique. L'autre contexte qui concerne aussi le frein, en tout cas au développement des femmes en Afrique, c'est peut-être la perception et l'acceptation ou la non-acceptation de l'Afrique tout entière. Est-ce qu'il est bien vu? Une femme est-elle bien perçue à ce rôle-là? Autant vous avez décrit le cadre agricole, le cadre domestique, les tâches, je le rappelle, ingrates, où on veut bien trouver les femmes et considérer que ça n'est pas une transgression sociale, autant lorsqu'elles sont dans ces sphères de pouvoir ou d'argent, je parle là de la politique pour en revenir, on commence à se dire, bon, qu'est-ce qui porte la culotte dans ce ménage-là? Écoutez, le monde évolue et il faut évoluer avec finalement ce monde-là qui évolue. C'est clair que, comme vous l'avez dit, jusqu'à ces dernières années, les femmes étaient confinées dans des tâches qu'on peut considérer de tâches subalternes, tâches de ménage, tâches de production et de commercialisation des vivres, tâches, si vous voulez, d'encadrement des enfants. Mais de plus en plus, les femmes, voyez, s'orientent vers un certain nombre de métiers qui étaient jusque-là exercée par les hommes, qui était jusque-là la chasse gardée des hommes, et je ne vois pas pourquoi finalement cette extension, ce développement des femmes vers ces activités qui étaient jusque-là sous le monopole des hommes
pourquoi elles n'avanceraient pas, pourquoi elles n'élargiraient pas leur cercle, si vous voulez, leur espace dans ces domaines-là. Et c'est vrai qu'il faut travailler à modifier cette image, si vous voulez, négative que les hommes avaient jusque-là sur la femme, en cherchant à la confiner dans ces tâches-là dites subalternes. Il faut travailler, œuvrer à améliorer. Et quand je dis qu'il faut, c'est d'abord la puissance publique et puis tous les groupes, par exemple, de pression. Il faut d'ailleurs dire que de plus en plus, les femmes se réunissent dans des syndicats, dans des groupements d'initiatives communes, par exemple au Cameroun, et en s'organisant de cette façon-là, elles peuvent constituer une force de pression. D'ailleurs, elles constituent déjà à travers ces groupements d'initiatives privés, ces tontines de femmes, elles constituent véritablement un groupe de pression, parce que notre monde est ainsi fait. La vie est faite, si vous voulez, de groupes d'intérêts qui se choquent, qui s'entrechoquent, et donc les femmes ont intérêt, et elles le font déjà, à s'organiser pour prendre la place qui leur revient dans la société actuelle. Au cœur de votre ouvrage, plutôt au sommaire des chapitres que je voudrais quand même donner à connaître, un pays doté de multiples atouts de développement. Vous parlez là du Cameroun, puisqu'il en est question, un large éventail d'avantages physiques. Je voudrais justement que dans ce large éventail d'avantages physiques, vous nous mettiez au parfum de la réalité du nombre de femmes supérieur à celui d'hommes. Est-ce que, parce que c'est un avantage numéraire, est-ce que dans les bénéfices et dans le retour sur investissement, les femmes tirent les marrons du feu? C'est une question des ressources naturelles abondantes et variées, sur la répartition de ces ressources-là entre les populations féminines et masculines. Voilà une autre question. De nombreux atouts humains. Qui est-ce qui s'y colle? Quand on dit de nombreux atouts humains, on sait bien, je le dis toujours en souriant à peine, que lorsque les hommes et les femmes vont au marigot se baigner, au retour, les femmes reviennent avec de l'eau sur la tête et les hommes avec les mains dans les poches. Un contexte international négatif est-il propice, sera-t-il propice finalement à la réalité que les femmes sont une véritable valeur ajoutée et qu'il faut absolument non seulement les prendre en compte, mais aussi accompagner leur autonomisation pour que justement tous les pays puissent être émergents de ce point de vue-là? Voilà déjà quelques questions qui m'interpellent. Voilà, en ce qui concerne d'abord les avantages dont sont dotés le Cameroun, avantages de développement, il y a ces avantages physiques sur lesquels je ne vais vraiment pas insister. Vous voyez, le pays qui est doté de climat, une variété de climats qui permet peut-être au Cameroun, voyez, d'avoir une panoplie agricole très diversifiée, des cultures des régions de savane, des cultures des régions de forêt, etc. Et là, on voit que de toute façon, en matière agricole, les femmes sont présentes dans les champs, et c'est elles qui exercent, vous voyez, l'essentiel de la production agricole, même si elles ne profitent pas toujours, il faut bien le dire, des revenus, des retombées de leur effort dans l'agriculture. Cela étant, lorsqu'elles sont massivement présentes dans le secteur agricole, ce sont de petites mains. Elles ne sont pas chefs d'exploitation, des grandes agricultrices. On ne met pas à leur disposition, en tout cas, la grosse artillerie pour pouvoir être à la tête de ce qu'on pourrait appeler sous d'autres cieux un ranch. C'est vrai qu'elles travaillent dans des petites parcelles paysannes, dans des champs vivriers, etc. Mais il n'est pas exclu que, de toute façon, avec le temps, certaines d'entre elles, d'ailleurs, il y a d'ailleurs une petite poignée, si vous voulez, comment dirais-je, d'exploitantes agricoles qui, à partir, par exemple, des villes Douala, Yaoundé, pour ne prendre que l'exemple du Cameroun, dirigent un certain nombre d'exploitations agricoles. Donc, elles se sont constituées en véritables femmes d'affaires, parce que si, de toute façon, elles doivent diriger des grandes exploitations agricoles, ça veut dire qu'elles doivent pouvoir exploiter ces grandes exploitations avec une main-d'œuvre qui peut être une main-d'œuvre, si vous voulez, masculine, ou une main-d'œuvre féminine. En ce qui concerne les atouts humains, c'est clair que si on prend l'exemple du Cameroun, les femmes représentent 52% de la population du pays, dont elles constituent une force de travail considérable. Et évidemment, une population jeune, étant donné que cette population camerounaise est dominée par les femmes, ça veut donc dire que les femmes représentent une forte proportion
de la classe jeune de cette population. Et ces femmes-là sont aussi dotées de talent et qui ne demandent finalement qu'à exploser pour peu qu'on leur donne à peu près les moyens, comme si vous l'avez dit, pour peu qu'on les encadre, pour qu'on puisse leur donner le financement nécessaire. Or, l'expérience montre bien que de toute façon, pour les petits entrepreneurs, pour les dames qui travaillent dans les champs, les banques, les institutions financières modernes ont jusqu'ici pratiqué à l'égard de ces petits entrepreneurs, qu'ils soient hommes ou femmes, une politique discriminatoire en matière d'octroi de crédit. Surtout quand ils sont femmes. Surtout quand ils sont femmes. C'est vrai que vous insistez, mais même quand ils sont des hommes, bon, on leur refuse finalement le crédit sollicité au prétexte que de toute façon les projets qu'ils présentent ne sont pas bancables, pour utiliser une expression qui est à la mode, au prétexte qu'ils ne connaissent pas toujours les règles de comptabilité, ce qui n'est pas toujours vrai, parce que même s'ils ne passent pas par une comptabilité écrite, tout est dans leur tête, parce qu'on ne peut pas quand même les tromper. Et puis on avance sur, par exemple, en matière de contexte international. Là aussi, les femmes instruites, et Dieu seul sait qu'il y en a de plus en plus quand même en Afrique, participent lorsqu'on leur donne les moyens, participent aux négociations. On a vu quand même des femmes en Afrique, par exemple ambassadrices, qui ont toujours joué le rôle qui est le leur, parce que même si vous agissez en respectant à peu près la ligne qui vous est dictée par votre pays, il y a des moments où vous devez faire appel à votre propre savoir, à votre propre instinct pour pouvoir répondre. Parce que parfois, pour répondre, vous n'avez pas toujours le temps d'appeler la hiérarchie peut-être au pays pour savoir quelle conduite tenir. Ça veut dire que vous avez une formation qui vous permet, face à une réalité soudaine, de réagir selon le bon sens. Donc les femmes, encore une fois, il ne faut peut-être pas trop les plaindre. Je pense qu'elles s'efforcent de prendre la place qui est la leur, et on les voit de plus en plus sur un certain nombre de chantiers, que ce soit le chantier, bien sûr, le chantier agricole, c'est un chantier qui leur est réservé depuis longtemps, mais le chantier quand même de l'éducation. Si je prends l'enseignement supérieur dans lequel je suis, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, par exemple, enseignantes de géographie, mais je peux dire qu'il y en a au moins 4, alors que lorsque je débutais dans l'enseignement supérieur au Cameroun, il y a aujourd'hui 35 ans, je ne pense pas qu'il y avait une seule femme, vous voyez, dans l'enseignement supérieur de la géographie. Mais il y avait des femmes, par exemple, en psychologie, il y avait des femmes en littérature négro-africaine ou en littérature française, et puis des femmes juristes, il y en a de plus en plus, vous voyez, dans nos universités. Alors, la revue gabonaise de sociologie, dans son numéro 6, toujours, je le rappelle, paru chez l'Harmattan, fait allusion à ce qu'ils appellent l'habitus, le fait que les femmes, lorsqu'enfin elles émergent, vont de toute façon se retrouver dans des registres d'activités qui ont attrait au cadre domestique, que ce soit l'enseignement, l'encadrement des enfants, la pédiatrie et d'autres corps de métier encore. Il y a toujours une volonté, en tout cas constatée, manifeste ou pas, mais constater de ce qu'elles vont se restreindre dans certains de ces registres-là. Mais pour en revenir à un autre point, vous avez là évoqué la polygamie tout à l'heure. Peut-on imaginer qu'une femme dont le mari, une femme qui serait assistée dans les travaux agricoles, par exemple, pour entrer aux justifications de la polygamie dans les temps anciens, une femme assistée comme il faut par son mari, cet homme beau, fort et musclé, dans les champs, aurait l'idée d'aller chercher une sœur, une cousine, pour pouvoir non seulement venir lui apporter du travail, mais qui plus est, lui donner un coup de main au sein de son ménage, entre guillemets? Ah non, de toute façon, il y a ce qu'on peut appeler quand même la jalousie, parce que si vous dites donner un coup de main au sein de foyer, c'est peut-être être une deuxième ou une troisième femme, peut-être qu'il faut préciser davantage. Puisqu'on a souvent justifié cela par le fait que les femmes avaient de grandes plantations à cultiver, qu'elles n'avaient que 2 bras chacune et qu'il fallait que d'une manière ou une autre qu'elles trouvent un appui pour se faire aider. Mais la question qui est la mienne est, certes, mais alors est-il utile dans la foulée de se faire aider dans son lit? Ah non, ce serait vraiment de toute façon, et pourtant,
Si c'est une petite sœur, ce serait vraiment pratiquement de l'inceste, pratiquement. Et pourtant, on a constaté que, et je vous laisse le soin là de nous en dire plus. Oui, mais écoutez, je dis toujours, on a dans une arène des brebis galeuses. Et je ne pense pas qu'il faille, si vous voulez, généraliser à partir des cas malheureux comme ceux-là. Et si ces pratiques existent, et Dieu seul sait que quelques rares pratiques existent, je préfère finalement minimiser la portée, mais pas pour encourager. Il vaut mieux étouffer finalement l'affaire dans l'œuf. Ce sont des pratiques, à mon avis, condamnables. Hein, il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Ce n'est peut-être pas, ça ne sied pas aux mœurs africaines. C'est vrai que dans certaines sociétés, dans le temps, et peut-être encore, si l'on cherche aujourd'hui, on trouverait des familles où les enfants se marient. Peut-être, on a vu que dans une société peut-être moderne, bon, les cousins se mariaient entre eux quand ils appartenaient à la caste des élites. Hein, on ne voulait vraiment pas donner sa fille en mariage chez un roturier, c'est-à-dire chez quelqu'un qui n'a vraiment pas des moyens. Donc, si ces cas-là existent, à mon avis, il faut vraiment les châtier, il faut les condamner. Et pourtant, on a 20 fois... De toute façon, on n'attend pas généralement que les lois, c'est-à-dire les lois modernes, si vous voulez, sévissent et punissent cela. De toute façon, il y a ce qu'on appelle la sanction sociale. Hein, et cette sanction sociale qui est encore plus difficile et plus dure à supporter que la sanction moderne qui consiste à vous frapper d'une pénalité ou à vous envoyer en prison. Parce qu'on vous bannit pratiquement de la société. Mais les hommes et les femmes sont-ils, au sens traditionnel, égaux devant tout ce qui est censure sociale? Parce que lorsqu'il y a une transgression, tout le monde met les mains sur la tête parce que c'est une femme qui aurait transgressé cela. La question que j'essaie de poser sur la pointe des pieds, mais je vais y aller franchement, voilà. C'est vous qui, vous avez évoqué la polygamie, vous en avez fait l'expérience dans votre famille de naissance. Oui. Est-ce que, en un mot, est-ce que la polygamie, quelque part, n'est pas aussi un système qui va ligoter les femmes dans leur volonté d'émergence en termes de développement? Et je pose la question aux géographes. De toute façon, la polygamie n'est pas quelque chose, si vous voulez, à encourager. Et que de toute façon, mais on a parfois expliqué la polygamie par le fait que les femmes étaient majoritaires et que, bon, de toute façon, si un homme devait, si vous voulez, se satisfaire d'une seule femme, il y aurait des femmes qui n'auraient pas de mari. Mais de toute façon, la polygamie n'est pas quelque chose vraiment à expérimenter. On est sorti d'une famille polygame ou polygamique, on a peut-être émergé, mais vraiment des exemples d'enfants ayant émergé finalement des familles polygames sont assez rares, parce que généralement, dans les familles polygamiques, il y a souvent des disputes, il y a souvent, si vous voulez, des querelles intestines, etc. Et le plus souvent, on voit ces querelles-là prennent, si vous voulez, un tour dramatique lorsqu'il est question de procéder, si vous voulez, à la succession du fondateur finalement de la famille. Vous avez des frères consanguins ou des sœurs, si vous voulez, qui se battent pour prendre la succession de leur père, puisque, bon, généralement en Afrique, c'est souvent de succession du papa qui les questionne. Est-ce que le travail de géographe a une incidence sur cette structure sociale, cette articulation des rapports entre les femmes et les hommes? Évidemment, le géographe analyse l'existant et peut arriver à faire des propositions, parce qu'on ne peut faire une œuvre utile que si à la fin finalement du constat, si à la fin du diagnostic, on fait des propositions pour améliorer l'existant, pour améliorer les situations de crise qu'on a pu expérimenter, qu'on a étudiées, et on peut dire que de toute façon les études géographiques contribue, mais je ne peux pas vous dire à quelle proportion, à modifier à peu près cette donne-là, qui est une donne, à mon avis, déplorable. Mais généralement, les géographes, comme de nombreux autres spécialistes des sciences sociales et sciences humaines, proposent des guides pour l'action, si vous voulez, aux hommes politiques, aux décideurs, parce que les géographes n'ont pas toujours les moyens. Nous ne pouvons pas outrepasser nos compétences, nos droits, en voulant nous-mêmes, si vous voulez, proposer, si vous voulez, au public, voyez, les résultats. Mais nous proposons les résultats de nos recherches et il appartient aux décideurs d'utiliser ces résultats-là et surtout les constats que nous faisons pour essayer d'améliorer des situations de difficulté et pour aussi renforcer les situations de progrès. Parce que les recherches ne portent pas que sur des situations de difficulté, elle porte aussi sur des situations, à mon avis, de progrès,
progrès qu'il faut renforcer. Et on sait bien que le développement est une quête permanente de progrès, quête permanente de bien-être. Vous voyez, le stade ultime, suprême du développement n'étant jamais atteint. Même les pays aujourd'hui dits développés aspirent à davantage de développement, donc c'est un horizon qui n'est jamais atteint. Madame, Monsieur, qui nous regardez en vous rappelant que la ligne est ouverte, la discussion aussi. Peut-être buvez-vous les paroles de notre intervenant du jour, mais le contraste de la discussion, il y a toujours sa place 01 45 55 76 87 ou sur Internet à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Voilà pour l'aspect politique et je ne ferme pas cette parenthèse-là. Sur la question de l'économie, vous avez à votre actif, je le disais, 22 ouvrages. Pour qui écrivez-vous et pensez-vous que dans votre lectorat, les femmes soient suffisamment nombreuses pour s'approprier ces bribes, en tout cas ces bribes de questions qui les concernent? Mes publications et mes ouvrages, pour ne citer que les ouvrages qui sont peut-être les publications les plus en vue, parce qu'en dehors des ouvrages, il y a des articles, mes publications, mes ouvrages s'adressent à un large public. D'abord, public d'universitaires, public, si vous voulez, d'apprenants. Or, les femmes sont nombreuses dans la classe des apprenants, donc public aussi des décideurs. Et nous avons vu tout à l'heure que les femmes participent à la prise de décision, même si pour le moment, dans certains secteurs, elles ne sont pas encore majoritaires. Donc, mes publications s'adressent à un large public, aux protagonistes du développement, qu'ils soient africains ou extérieurs, parce que, bon, de toute façon, les pays africains se développent, bien sûr, en s'appuyant sur les ressources locales, mais en s'appuyant sur, si vous voulez, la coopération internationale. Donc, mes ouvrages s'adressent à un large public d'universitaires, si vous voulez, d'élus du peuple, de parlementaires, voyez, d'étrangers. Et il me semble qu'il s'agisse des nationaux, des Africains ou des étrangers, que les femmes aussi font partie, même les touristes, parce que si vous voulez bien découvrir une partie de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, parce que une partie de mes publications porte sur l'Afrique subsaharienne, et je rappelle d'ailleurs qu'en 2010, avec deux collègues des universités d'Afrique occidentale, le collègue Higuet du Bénin et le collègue Alogo Guessant de Côte d'Ivoire, nous avons commis aux éditions L'Harmattan, ici à Paris, une collection de 9 tomes d'ouvrages sur la thématique de la maîtrise de développement et, voyez, et du développement, maîtrise de l'espace et du développement. Donc ces ouvrages-là s'adressent à un public aussi large que celui dont j'ai indiqué les composantes tout à l'heure. Vous avez évoqué au début de cette émission le commerce informel, un registre sur lequel vous avez travaillé aussi. Alors ce commerce informel, entre autres registres, il y a la friperie. J'aimerais bien que nous revenions dessus puisque les consommatrices du textile au sens large, que ce soit de première main ou d'occasion, fort souvent ce sont les femmes ou alors elles sont prescriptrices puisqu'elles vont acheter pour la famille. Aujourd'hui en Afrique, comment pensez-vous que les femmes se positionnent par rapport à cela quand on sait quel est le pouvoir d'achat qui est le leur, quelles en sont les limites en tout cas, et qu'il y a des propositions nombreuses, il y a ce qui est tout neuf, qui vient de l'Occident, il y a des tentatives de production locale, il y a la question de la modification des habitudes de consommation du textile, de la mode, des critères culturels, et puis il y a l'Asie qui arrive massivement en Afrique. Alors, écoutez, là encore, les femmes tiennent une place, à mon avis, je dirais, prépondérante dans ce marché. Et dans le marché de la friperie, il faut considérer ceux qui vendent les articles de friperie, et surtout vestimentaires, il faut bien préciser, puisque, bon, de toute façon, en dehors de cette friperie vestimentaire, l'Afrique est aujourd'hui inondée de produits, si vous voulez, de seconde main, que le public qualifie généralement de friperie, mais je pense que ce sont les hommes de médias d'ailleurs qui ont popularisé cette expression pour désigner cet ensemble hétéroclite de biens de seconde main qui vont, si vous voulez, de la friperie vestimentaire. Et j'ai dû insister pour que l'on précise, en ce qui concerne les produits du textile, les produits d'habillement, qu'on précise, même si ça paraît tautologique, le terme vestimentaire, puisque
puisque le terme friperie renvoie en Afrique, en général et au Cameroun en particulier, à un ensemble, si vous voulez, de produits de seconde main, allant de l'électroménager jusqu'aux vêtements, en passant par, je dirais, les véhicules d'occasion. Donc, en ce qui concerne la friperie vestimentaire, les femmes sont finalement bien représentées dans le marché, surtout en ce qui concerne la consommation. Hein, elles sont des grandes consommatrices, si vous voulez, puisque de toute façon, en ce qui concerne l'acquisition des vêtements des enfants de la famille, ce sont les femmes qui vont véritablement au marché. Même si l'expérience des enquêtes montre qu'elles ne sont peut-être pas très présentes dans la vente, mais elles sont surtout nombreuses en ce qui concerne l'acquisition des vêtements. Mais dans certains pays, et surtout au Cameroun aussi, les femmes, voyez, en ce qui concerne le port du pagne, hein, du fameux kaba, de toute façon, elles se détournent généralement, puisque le marché de la friperie ne propose pas d'épargne, elles s'orientent vers le marché de pagne, et l'industrie locale, nationale, ne résiste que grâce, si vous voulez, à cette vente d'épargne. Au Cameroun, par exemple, une société industrielle du coton comme la SICAM ne fait ses meilleures ventes que, par exemple, à l'occasion de la fête de la Journée internationale de la femme, par exemple, qui est célébrée, vous le savez, le 8 mars, et généralement... Ah bon? Non, oui, bien sûr, et on voit... À l'occasion des élections aussi, parce qu'il y a foison. Oui, à l'occasion, bien sûr, des élections, parce que, des campagnes électorales. Des campagnes électorales, mais de toute façon, comme les campagnes électorales ne se déroulent pas tous les ans, c'est généralement la Journée internationale de la femme qui est célébrée chaque année, qui l'emporte en ce qui concerne, et si vous voulez, on peut parler, si vous voulez, du record des ventes. Mais dans ce registre-là, les femmes, elles ne sont pas des bénéficiaires de ce commerce-là. Elles sont des actrices parce qu'elles vont devoir acheter, bon an, mal an, comme elles peuvent, avec les moyens qu'elles ont et ceux qu'elles n'ont pas, mais elles ne sont pas bénéficiaires de cette floraison, de ce commerce-là. Oui, évidemment, à partir du moment où elles ne sont pas majoritaires, où elles ne sont pas fortement représentées dans la vente, comment peuvent-elles bénéficier, puisque de toute façon, elles auraient bien pu bénéficier des produits de la vente de ce commerce-là si elles exerçaient majoritairement dans ce marché-là. Mais c'est aussi un pan d'activité qu'elles doivent conquérir dans les années qui viennent si le marché continue à prospérer. Et l'expérience montre que le marché de la friperie vestimentaire est appelé à prospérer, puisque de toute façon, ce marché, son succès s'explique par ses prix relativement bas, par la large panoplie, si vous voulez, des articles qu'elle propose, si vous voulez, au public, qu'elle propose aux consommateurs, puisque de toute façon, le marché de la friperie vestimentaire a, dans de nombreux pays, contribué, si vous voulez, à l'échec, contribué, si vous voulez, à la ruine de l'industrie nationale du textile et de la confection. Et on parle dans certains pays de relance de cette économie. Mais il ne s'agit pas de le dire finalement pour que cela se fasse. Monsieur, au téléphone, vous êtes à Ivry, bonjour. Bonjour madame, et bonjour bonjour monsieur. Monsieur aussi. Donc, et c'est pour vous dire que le problème des femmes, hein, et ce qui est sûr, on ne finit pas d'en parler. Mais il y a une chose est certaine, c'est que les femmes, hein, franchement, les femmes qui ont émergé, les femmes qui arrivent à un certain niveau social, donc que ça soit et social ou politique, c'est-à-dire je crois bien copier les hommes. Elles parlent, elles disent des trucs, mais en réalité, elles s'occupent bien de leurs sœurs. Je ne crois pas. Les femmes, c'est-à-dire, elles doivent se battre à un certain niveau. C'est pour asseoir un bon soubassement d'abord. On voit beaucoup de femmes qui sont à la télé, qui parlent, qui disent on veut se battre contre les hommes parce qu'il y a l'inégalité. Moi, je crois que le problème n'est pas de se battre contre les hommes. C'est de montrer aux hommes qu'on est capable. On est capable de faire des trucs comme vous, et même plus que vous. Mais ça, pour le faire, il faut se battre en bas. Et en bas, c'est qui? C'est les sœurs qui sont où? Dans les champs. C'est les sœurs qui n'ont pas les moyens. C'est les sœurs qui ont des difficultés. D'accord, ça c'est une partie. La deuxième partie, en ce qui concerne tout ce qui se dit polygamie. Vous savez, donc, et comme le monsieur vient de le dire, il ne faut pas prendre les trucs sur le plan minoritaire. La généralité est que, et c'est-à-dire ce problème de polygamie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser d'une manière. Mais ce qui est sûr,
Il faut voir dans certains pays d'Asie, au jour d'aujourd'hui, il y a la polyandrie. Mais les femmes ne parlent jamais de ça. Non mais oui, je sais que vous êtes en train de sourire, mais réellement, il y a tellement de trucs bizarres dans ce monde. Ce qui est sur les femmes, personne ne se battra à leur place. Il faudra qu'elles se battent, mais qu'elles commencent d'abord à s'occuper de leurs sœurs qui sont dans des difficultés. Elles ne sont pas contre nous les hommes, mais si vous vous battez contre nous, vous allez dormir où? Allez, dis. Dans le canapé. Merci, monsieur, pour votre intervention. Alors, plus sérieusement, des réactions à ce que nous dit monsieur en rappelant qu'il nous reste une dizaine de minutes, si vous voulez, désormais, réagir à tout ce qui se dit. Alors, voulez-vous justement... Oui, c'est vrai, on peut être entièrement d'accord avec ce qu'il dit, mais il est clair que jusqu'à maintenant, surtout dans l'Afrique subsaharienne, celle dans laquelle on vit et qu'on semble connaître, parce qu'il y a toujours dans toute démarche une part d'expérience vécue, des préjugés défavorables, si vous voulez, à l'égard des femmes. Il faut d'abord faire tomber finalement ces préjugés pour permettre, comme le monsieur le dit, aux femmes, si vous voulez, de conquérir, si on peut parler de conquête d'espace, de conquérir l'espace qui doit être finalement le leur. Mais il ne faut pas négliger finalement ce poids de tradition, voyez, qui pèse lourdement sur les femmes et qui, jusqu'à une période récente, jusqu'à ce que finalement on développe, par exemple, les droits de l'homme, les droits de l'homme qui préconisent le droit au travail, même si cela n'est peut-être pas toujours respecté dans nos pays. Donc, il y a ces préjugés-là qu'il ne faut pas oublier. Et une fois ces préjugés, si vous voulez, rompus, les femmes peuvent, comme il le dit, acquérir leur place sans qu'on le leur donne. Parce que si on doit pouvoir décréter, comme on voit de plus en plus, je suis aussi contre cette pratique qui veut que finalement on décrète du jour au lendemain qu'à l'Assemblée, il y aurait telle proportion finalement de femmes députées qui auraient... Il faut bien des politiques volontaristes et des discriminations. Parce que ça revient à positives. Une politique d'assistanat. Puisque les choses ne se D'ailleurs, font voyez, pas dans mon d'elles-mêmes. ouvrage, je déplore quelque chose Oui. qui est un facteur de sous-développement, de retard de développement du Cameroun, où l'on n'utilise pas à bon escient les ressources humaines. Il faut qu'il y ait une utilisation rationnelle des ressources humaines. Mais est-ce que Parce que cette si vous devez utilisation, finalement attribuer aux femmes, voyez, des fonctions qu'elles ne peuvent pas exercer, où est-ce qu'on... Quelles sont ces fonctions que les femmes ne peuvent pas exercer? Il faut qu'elles aient d'abord la formation nécessaire. Mais je n'ai pas encore d'exemple de discrimination. Peut-être qu'il y en a, de femmes qui étaient peut-être rejetées au concours, au prétexte surtout, c'est un enseignant qui se parle. Les corrections se font dans l'anonymat le plus complet. Je ne pense pas qu'en regardant une copie qui est rédigée, qui est élaborée, je puisse définir si la copie est rédigée par une femme ou par un homme. Elles sont anonymes? Si au moment... Oui, elles sont anonymées, Oui. en tout cas les cas que je connais. Oui. Mais si au moment, par exemple, de déclarer on élimine les femmes, à ce moment-là, il faut s'insurger contre cette pratique. Mais de toute façon, si cela est fait, c'est fait de manière très insidieuse, peut-être pas de façon très ouverte. En tout cas, ça, c'est la correction des copies, mais pendant les cours, on sait bien qu'il y a un clientélisme d'enseignants masculins à élèves femmes qu'on a déjà dénoncé. Madame Adraveille, bonjour. Oui, bonjour. Merci de me permettre d'intervenir. J'aime beaucoup votre émission. Merci Alors, à vous. je voulais intervenir parce que un jour, j'ai demandé à un homme africain d'où venait cette envie des hommes d'être polygames. Et il m'avait répondu qu'au-delà de tout ce qui était sexuel, c'était pour asseoir, en fait, c'était pour se dire qu'il pouvait subvenir aux besoins de plusieurs femmes, de plusieurs familles. C'est un besoin, en fait. C'est pas, c'est un besoin de pouvoir, de financement, de pouvoir subvenir aux besoins de plusieurs familles. Et je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ça, si c'était vraiment, c'est vraiment une culture africaine. Je pense qu'il faut dénoncer aussi parce que c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs. Et il trouvait ça légitime. Il légitimait cette pratique en disant que c'était pour subvenir beaucoup plus aux familles plutôt qu'un attrait sexuel, de pouvoir dire qu'il a plusieurs femmes.
c'est plus une aide. Voilà, c'était juste pour dire ça. Merci, madame. Alors, peut-être que la réponse de ce monsieur-là n'engage que lui, mais vous qui nous regardez avant que nous ne terminions, vous pouvez y répondre. Réaction, là aussi. Alors, de quel besoin de vouloir assouvir, ou plutôt de besoin de vouloir, comment a dit madame, soutenir financièrement une famille, 2 familles, 3 familles et belle famille, donc par ricochet, quand on sait que c'est un véritable défi pour chaque individu en Afrique aujourd'hui et partout ailleurs dans le monde que de pouvoir joindre les deux bouts. Oui, c'est vrai que dans une Afrique rurale et traditionnelle comme celle que le continent était jusqu'à une période récente, voyez, à l'origine de la polygamie, il y avait cette recherche, si vous voulez, de la main-d'œuvre. Hein, une Afrique rurale dont l'économie est surtout fondée sur la production et la vente de cette production, d'ailleurs depuis l'époque coloniale. Hein, c'est une pratique qui était développée, puisque lorsque les colons sont arrivés en Afrique, bon, ils ont surtout développé une agriculture à l'époque pour satisfaire les besoins de la métropole, mais à côté de cette agriculture de plantation, s'est développée une agriculture de production vivrière destinée soit à l'autoconsommation ou alors destinée à la vente sur les marchés urbains qui s'élargissent de plus en plus avec l'augmentation de la population. Donc il y avait cette recherche de la main-d'œuvre, la femme constituait une main-d'œuvre et elle le reste encore aujourd'hui comme un facteur, si vous voulez, de travail. Et pourtant, on parle de sexe faible et c'est à elle qu'on demande de faire tout le travail. On peut s'interroger pourquoi les hommes à cette époque-là n'ont pas fait appel à des braves garçons dans le village pour aller donner le coup de main qu'il fallait à ces dames. Peut-être avait-il peur de se faire aider jusqu'au bout. D'une main-d'œuvre, si vous voulez, gratuite. Alors et les hommes ne font rien gratuit. Faire appel on voit que de plus en plus dans les plantations en Afrique aujourd'hui, on fait appel à une main-d'œuvre masculine, mais une main-d'œuvre qui est quand même rémunérée. Parce que les hommes, paraît-il, ne se laissent pas aussi faire. Et de toute façon, on fait appel aux hommes qui appartiennent à des familles, si vous voulez, tierces, et non pas, parce que quand on a même d'ailleurs des enfants, on les met, si vous voulez, au travail. Ils sont d'ailleurs corvéables à souhait. Madame à Orléans, bonjour. Oui, bonjour Lady. Bonjour. Je suis une fidèle téléspectatrice, bien sûr. Merci à vous. Et je donne le bonjour aussi au professeur de géographie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je voudrais rebondir sur ce que disait le monsieur précédent. J'étais au début tout à fait d'accord avec lui jusqu'au moment où à la fin il a dit que si la dame se battait contre le monsieur, où dormirait-elle? Ça veut dire, encore une fois de plus, que si la dame n'est pas contente, elle prend ses clics et ses claques, elle s'en va. Bon, enfin bref. Donc, je voudrais, comme on fait toujours des comparaisons vis-à-vis de l'Europe, je voudrais comparer, comme l'a dit encore le monsieur précédent, faire une comparaison par rapport à l'Asie. Et notamment, je prends en référence le film Épouse et concubine, qui doit dater des années 90, où il y avait, c'était une histoire de polygamie qui se pratiquait en Chine. Cette polygamie a été éradiquée à cause de la révolution chinoise de Mao Tse-tung. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ce système-là. Je ne suis pas d'accord. Sauf que la polygamie existait aussi en Asie, mais elle a été éradiquée et cela a permis l'évolution des femmes. Pourquoi ne faudrait-il pas aussi faire une révolution par la force, mais une révolution qui permettrait effectivement à ces femmes-là de s'émanciper, non pas forcément par la violence, mais il faudrait quelque chose, entre guillemets, de violent pour que certaines traditions puissent permettre aux femmes de se développer. Merci, madame, pour cette suggestion que les femmes, je l'espère, vont s'approprier. Je voudrais bien sûr vous laisser réagir à ce que nous dit madame. Mais pour terminer aussi, nous avons dans le fond de la calebasse électronique un message de Rita Fourlin qui nous dit « Derrière de grandes dames se cachent des hommes malheureux ». Si vous êtes d'accord, je voudrais proposer que nous en fassions le sujet d'une prochaine émission cette semaine. D'ailleurs, probablement, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Derrière de grandes dames se cachent des hommes malheureux. À vos petits papiers, commencez donc à mouliner pour partager dans les jours qui viennent avec nous ce sujet-là que je ne manquerai pas de vous proposer. Nous allons devoir finir malheureusement parce que le temps devient court. Réaction à ce que dit madame rapidement sur une révolution par les femmes. C'est vrai que les habitudes sont si ancrées, on la peau si dure qu'il faut, comme madame le dit, passer, à mon avis, par une révolution pour pouvoir changer les mentalités et faire en sorte que les femmes
deviennent de plus en plus, si vous voulez, partie prenante, si vous voulez, de l'effort. Parce que, de toute façon, comme tout être humain, la femme doit pouvoir participer. Hein. La femme est nantie d'un besoin, si vous voulez, d'activité, je dirais d'un instinct d'activité qu'elle doit pouvoir satisfaire, parce que quelqu'un avait dit que l'ennui naquit de l'oisiveté. Donc il faut passer peut-être par une révolution, mais qui prendra finalement la tête les gouvernants, mais il faudrait aussi que les femmes puissent s'organiser, et Dieu seul sait que de toute façon, à travers les mondes, le mouvement féministe, vous voyez, se développe, et on voit que les femmes s'organisent de plus en plus, au moins dans les quartiers, pour pouvoir prendre ne serait-ce que l'espace, si vous voulez, parce qu'on a vu dans les villes au Cameroun, des femmes jouaient un rôle important dans l'organisation, par exemple, de la vie au quartier, en se regroupant, soit dans des tontines de production, voyez, ne serait-ce que pour cultiver, parce que même en matière de culture, il y a des tontines, voyez, de culture. Aujourd'hui, le groupe de femmes appartenant à une tontine va cultiver le champ de la voisine, le jour d'après ou la semaine d'après, on passe au champ, et donc c'est à peu près comme ça. Avant, les femmes, si vous voulez, étaient abandonnées à leur triste sort, mais elles ont compris... étaient obligées d'aller chercher des sœurs et cousines pour pouvoir leur donner un coup de main à tous les niveaux. Ben, ça aussi, peut-être que, de toute façon, il y a toujours des dérapages. Aucune démarche n'est parfaite, si vous voulez, dans sa totalité. Est-ce que c'est véritablement un dérapage? Est-ce que ça n'est pas tout simplement le système social qui voudrait qu'aucune famille ne laisse partir une fille, ne se fût-ce que pour en aider une autre, sans qu'il y ait un cadre légal et voilà. peut-être... Il y a aussi la place de la télévision, parce que je pensais que vous présentiez ça comme, si vous voulez, un défaut. Mais comme vous reconnaissez que de toute façon... Si vous essayez de me le faire dire, c'est un défaut tout de même. Nous allons terminer en revenant à votre ouvrage « Le Cameroun face au défi du développement ». La question que je voudrais vous poser pour finir, est-ce que l'émergence des femmes n'est-elle pas le véritable enjeu du défi de développement de tous les pays en Afrique aujourd'hui? L'émergence, finalement, des femmes est le véritable défi. Et je dis, finalement, qu'à l'œuvre, finalement, de développement, les États devraient, finalement, associer les femmes pour un certain nombre de raisons. J'ai avancé l'argument numérique. Au Cameroun, les femmes représentent, si vous voulez, 52% de la population totale du Cameroun. Et surtout, c'est à ces femmes-là qu'incombe, même si pour le moment on les considère comme des tâches subalternes, mais ce sont quand même des tâches vitales. La production et la commercialisation, par exemple, des vivres. Hein, je crois que c'est quelque chose de très indispensable. Et je dis même dans ce contexte-là, les producteurs de vivres sont peut-être plus importants que moi. Je dis, je vis, je gagne ma vie en faisant des discours. En période, par exemple, de crise, en période de guerre, on peut se passer, si vous voulez, des études, de la formation. Et l'expérience a montré aussi que dans une Afrique en crise, ce sont les femmes qui tiennent à peu près les ménages. Car ventre affamé n'a point d'oreille, pour en revenir au discours. Nous allons terminer là-dessus. Je rappelle que votre ouvrage est publié chez L'Harmattan et est vendu au prix unitaire de 35 €. Merci beaucoup, professeur, d'être venu nous parler de cela. Rendez-vous pour la dédicace. Vous allez rappeler l'adresse juste pour terminer. Oui, le jeudi 24 janvier 2013, à la Maison de l'Afrique. À la Maison de l'Afrique, l'IREA Maison de l'Afrique, métro Maubert Mutualité. L'adresse 7 rue des Carmes, dans le 5e arrondissement. Merci à vous, professeur. Alors, continuez bien à venir nous tenir au courant de ce qui s'y fait. Mais au bout de 22 ouvrages quand même, puisque vous avez confessé que les femmes sont le véritable enjeu, merci d'attribuer un ouvrage uniquement sur cette question-là. Pourquoi pas, ce sera peut-être l'objet de mon prochain livre. Rendez-vous dans notre émission de demain. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Alors n'oubliez pas, si vous voulez participer à notre émission, envoyez-nous un courriel. Et le sujet à venir cette semaine, c'est promis. Est-ce que derrière une grande femme ne se cache pas un homme malheureux, me dit madame. Au revoir.